Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones et partenaires particuliers, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on repart comme en 80. D'abord parce que les imprimés fluo me manquent beaucoup, et surtout parce qu'on va parler d'un super film d'action à l'ambiance légèrement plus froide. C'est clairement l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Bon, il date déjà de 2017, mais les giclées de sang, c'est comme le bon vin, les amis. Elles se bonifient avec le temps. Vous avez vu le titre de la vidéo, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti pour une rétrospective sur Atomic Blonde, un film sur la décoloration capillaire par centrale nucléaire. Non, ok, c'est faux, mais franchement, admettez que ça ferait un super pitch. Non, le vrai film, lui, est adapté du roman graphique The Coldest City, sorti 5 ans auparavant, et que je n'ai malheureusement pas pu acheter parce que j'ai déjà dépensé tout mon argent dans un comic book de The Red. Je juge donc Atomic Blonde non pas en tant qu'adaptation, mais comme une œuvre à part entière, qui doit pouvoir marcher sur ses deux jambes. Et en parlant de jambes, je vous présente celle de la femme qui marche perpétuellement dans la rue, Lauren Burton, dont je risque d'écorcher le nom pendant un bon bout de la vidéo, donc accrochez-vous, mais Shakespeare. Mais alors, qui est cette Atomic Blonde? Une agent d'élite du MI6. Non plus. Bon, là ça devient lourd. Lauren est envoyée à Berlin quelques jours avant que le mur ne s'effondre. Mais elle n'est pas là pour faire du tourisme ou jouer à saute-le-muret, non. Elle doit récupérer la liste, un microfilm essentiel qui contient les noms de tous les agents secrets actifs à Berlin. Le LinkedIn des espions, si vous voulez. Et bien sûr, cette liste était cachée dans une montre d'espion, celle de James Gascoigne, un agent qui a malheureusement mal fini et perdu la liste, parti du côté KGB de la force. Lauren débarque donc au milieu d'un beau bordel, entre tensions politiques et agents triples, et elle doit d'ailleurs liquider Satchel, un agent double qui livre les secrets de son cartable à l'URSS. Pour régler tout ça, elle peut compter sur le soutien de David Percival, un agent qui aime les substances illicites, les orgies et l'alcool, et qui aurait donc fait un excellent candidat de télé-réalité. Percival est comme chez lui à Berlin, et Lauren, elle va devoir s'adapter à la ville et à son chaos pour espérer revoir la liste. Pour vous parler plus en détail d'Atomic Blonde, je vais sortir l'alerte spoiler plusieurs fois lors de cette vidéo, donc soyez prévenus, mais spoiler ou pas, de toute façon, le film vaut vraiment le coup. Et pour voir ça, il suffit de s'arrêter sur les personnages, parce qu'en les analysant, on se rend compte de tout ce qui fonctionne, ou pas, dans le métrage. D'abord, on a droit ici à un casting de 5 étoiles, qui porte vraiment le film. Encore plus que le script d'ailleurs, mais ça on en reparlera en fin de vidéo. Pour l'instant, parlons de Charlize Theron. Elle est simplement magnétique à chacune de ses apparitions, à la fois brutale et raffinée. C'est simple, elle dégage cette force tranquille qu'ont les espions endurcis qui savent que quoi qu'il arrive, ils s'en sortiront. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris au vu du pitch, Atomic Blonde offre un hommage, ou une relecture plus moderne, des films d'espionnage de guerre froide, et son actrice principale sait se prêter au jeu, en nous proposant une version assez sympathique de la classique espionne inflexible qui a tout vu, tout entendu et tout descendu. Lauren commence le film presque blasée, une vraie machine de guerre, froide, bien rodée, qui s'investit entièrement dans son travail, au point de ne plus en voir le bout. Mais après son arrivée à Berlin, les choses deviennent de plus en plus personnelles, et notre agent bien-aimé est forcé de reconnaître qu'elle risque gros. Vous l'aurez compris, on a droit à un personnage assez archétypal, mais ce n'est pas forcément un défaut. Comme l'a écrit le professeur d'écriture créative Robert McKee, si les stéréotypes sont creux et inintéressants, les archétypes, eux, renvoient à une culture commune et provoquent un sentiment de familiarité bienvenu au cinéma. Tous les fans de films d'action ont déjà vu des films remplis d'espions qui se retrouvent de plus en plus pris dans un jeu dangereux, et ce sont les petites différences entre eux qui les rendent uniques et sympathiques. Dans le cas de Lauren, ces différences se développent notamment grâce à sa relation avec la jeune agent Delphine, jouée par Sofia Boutella, que je suis très contente de voir dans un bon film et avec des jambes. Et cette relation nous permet de découvrir une autre facette de la personnalité de Lauren. Mais comme il est bien dangereux d'être humain dans un monde de brutes, cette machine à tuer en trenchcoat passe plus de temps à tabasser des gars dans des couloirs qu'à la choper dans des bars. Et si la performance de Charlize Theron vaut autant le coup, c'est en grande partie pour son implication dans le personnage. Elle a réalisé quasiment tous ses combats elle-même et s'est entraînée pour, apprenant même à se battre pour l'occasion, au point que le réalisateur David Leitch l'a même qualifié de putain de badass. Et comme disait ma maman, le travail, ça paye. Les scènes d'action d'Atomic Blonde sont absolument excellentes, avec notamment un vrai faux plan séquence de 10 minutes, où Lauren démonte des sbires dans un appartement qui vous laissera le souffle coupé. Cette scène à elle seule mérite déjà le détour. Leitch a expliqué que 40 coupes ont été cachées astucieusement dedans par la monteuse Elisabeth Ronaldsdottir, dont j'espère ne pas trop massacrer le nom et qui fait un super taf, afin de nous offrir une baston tout simplement haletante, qui pousse Lauren dans ses derniers retranchements autant physiques que mentaux. C'est tellement agréable de voir un combat qui a un vrai impact sur les combattants, et donc de vrais enjeux, et pas des coups qui font... Mais je digresse, alors revenons à nos espions. Un bon personnage de film d'action se doit d'avoir un style de combat unique, littéralement de savoir faire parler ses poings.
Et ici, on en apprend tout autant sur Lorraine lors de ses bastons que de ses dialogues. Elle sait qu'elle est plus petite et moins forte que la plupart des mastodontes qu'elle affronte, et elle compense donc par la ruse et une tolérance à la douleur digne d'un fakir des plus expérimentés. Lorraine utilise aussi beaucoup son environnement pour se battre, et non seulement c'est un vrai plaisir à voir parce que ça donne des scènes assez créatives, mais en plus, ça nous en dit long sur sa surprenante longévité dans un monde où les espions tombent comme des mouches. Et là, si vous voyez des extraits du film pour la première fois, il est probable que vous pensiez « Waouh, mais ça ressemble vachement à John Wick !» Et vous auriez raison, mes Berliners, parce que David Leitch, le réal, a aussi bossé sur le premier film de la saga du Baba Yaga. Et effectivement, on notera beaucoup de ressemblances. Donc si vous aimez John Wick, foncez. Des couleurs froides, des agents froids, des exécutions créatives, des montages très soignés, des néons et des nightclubs colorés où l'on peut se tabasser sans être dérangé, et une atmosphère déprimante et fascinante à la fois. Mais pour autant, Atomic Blonde n'est pas simplement la version féminine de Wick, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là. Lorraine est bel et bien un personnage à part entière, et l'univers dans lequel elle évolue est aussi très différent. Il est plus réaliste, et un peu moins fun, on va se le dire. Mais tout aussi unique et intéressant. À travers son simple personnage, on a donc 4 des raisons du succès du film. Le casting est vraiment bon, David Leitch sait jouer avec les codes du genre, il arrive à proposer des scènes d'action prenantes et créatives, et à créer un univers suffisamment unique, à base de bastons et de néons, qui lui permet de se démarquer de 99% des films d'action à la sauce Netflix. Vous savez, ces films faussement fun et franchement oubliables. Et toi d'ailleurs, je t'attends au tournant. Mais comme dirait l'oncle de Jackie Chan... Je n'ai pas fini. Non, parce qu'on a aussi droit dans le film à James McAvoy en David Percival. Ouais, c'est pas faux. Celui-là non plus, il cherche pas le Graal, mais par contre, on peut le trouver à la taverne. Percival aime vraiment beaucoup son job, qui lui permet de tester un type de drogue différent par jour, mais il aime aussi et surtout Berlin, où il peut trouver un type de drogue différent par jour. Il se fond dans la masse comme un gant sale dans une friperie, traînant avec des communautés hippies germaniques, et s'il n'a pas pour autant oublié sa mission, disons qu'il a d'autres priorités. Vous vous en doutez, son personnage apporte une dose d'humour bienvenue, surtout en première partie du métrage, en offrant une assez bonne balance avec le sérieux de Lorraine. Pour le coup, il se détache vraiment des stéréotypes de l'espion excentrique. Oui, parce qu'on n'a ni droit à un génie incompris à la Sherlock, ni à un blaireau engagé par erreur au MI6. Percival est simplement un bon espion, totalement parti en cacahuète. C'est ni une façade, ni une couverture. Au point que McAvoy, qui jubile à peu près autant dans le film que pendant les interviews, n'a pas hésité à le comparer à un anti-Bond, qui n'en a plus rien à faire de la reine du pays, et est apparemment bourré de MST. Vous faites ce que vous voulez de cette information, pour ma part j'essaye de l'oublier depuis 2017. Non, plus sérieusement, sa passion est contagieuse et l'espion cintré ne laissera personne indifférent. Si vous n'avez pas vu le film, je peux vous le décrire en une phrase, c'est un mélange entre un super agent et Boris dans GoldenEye. Ah, mais attention, alerte spoiler. Lorsqu'il laisse tomber la façade sympathique, Percival est un combattant assez redoutable, avec encore une fois un style qui lui est propre, basé sur la ruse et les guet-apens, telle une belle petite fouine. Il incarne plutôt bien à lui tout seul les changements de ton du film, qui s'est fait rire parfois et frapper fort souvent, et qui se distingue aussi par sa brutalité. Alors là, je parle pas de giclée de sang à la Battle Royale, d'une boîte crânienne qui explose dans une chambre à pression, mais bien de l'idée simple selon laquelle tout le monde peut y passer n'importe quand, dans une ville où littéralement personne n'est fiable, et où les espions sont très, très seuls. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et encore. Les agents finissent par apparaître comme des petits rouages dans la machine, à la merci d'une hiérarchie qui les déplace comme des pions. On est très loin d'un Ethan Hunt qui se bat pour le bien commun, ou même d'un James Bond que M tente de protéger. Parfois. Non, David Percival est l'incarnation parfaite du nihilisme des agents secrets. Du manque de conviction qui finit par faire péter les plombs même aux plus chevronnés. Le monde est absurde, la guerre est froide et le constat est bien amer. Pour une Lorraine qui se rend compte à son contact que l'herbe ne change pas tellement selon le pays. J'en veux pour preuve la fin, oui blabla, vous avez compris, spoiler, où Lorraine nous révèle qu'elle a encore changé ses allégeances, certains y verront un twist facile, mais peut-être à cause de mon amour pour Under Pressure de Queen et David Bowie, moi je préfère y voir une triste fable sur la vraie nature des services secrets. Toujours la même, qui fait que passer de l'un à l'autre n'est finalement qu'un changement mineur. Au passage, mention spéciale à John Goodman en chef de la CIA implacable. Casting 5 étoiles, je vous dis. Et enfin, en parlant de casting, on a le droit à Sofia Boutella sans les jambes qui tuent, mais en agent débutante. Elle n'est pas stagiaire, mais on voit qu'elle n'est pas là depuis bien longtemps. Son personnage français, s'il vous plaît, s'appelle Delphine. D'ailleurs, merci aux scénaristes qui ne l'ont pas appelé Paris ou Marie ou un nom français prononçable pour les noms francophones. Delphine et Lorraine entament une relation presque romantique, enfin, autant que peut l'être une relation entre deux espionnes qui risquent leur peau toutes les 10 minutes, et on a une dynamique mentor-pupille assez sympa entre elles, mais qui ne dure pas bien longtemps parce que, oui, vous avez compris, les gars,
Delphine meurt, telle une demoiselle en détresse, tuée par notre fouine favorite dans une séquence assez brutale et marquante. Alors oui, elle manquait d'expérience, et c'est d'ailleurs l'un des propos du film, l'idée que les espions ne survivent que s'ils s'endurcissent. Mais effectivement, on aura vu fin plus originale et satisfaisante que d'achever un love interest pour motiver notre protagoniste. Et ça tombe plutôt bien, façon de parler, parce que ça me permet de vous présenter la principale critique faite au film, d'envoyer plus sur la forme que sur le fond. En clair, d'être bon, mais vide comme un paquet de chips ou un frigo dont on se prend la porte en pleine gueule. Chose marrante d'ailleurs, puisque c'est une critique assez fréquemment faite à John Wick. Alors, verdict? Bon, il y a un peu de vrai, mais que ça ne vous dissuade pas de le voir. Oui, on a droit à certains clichés en plus des archétypes, comme des traîtres trop prévisibles et des morts peu inspirés. Mais sans avoir le script le plus unique, le film arrive quand même à se créer un univers à part, et à ajouter quelques twists qui valent le coup, surtout à la fin. Vous savez, le cinéma, ce n'est pas qu'une histoire, c'est tout autant une façon de la raconter, avec des guns, des flingues et des étranglements, voilà. Et c'est peut-être encore plus vrai pour les films d'action, dont les combats et l'ambiance sont des éléments cruciaux. Avec son Berlin nid d'espion et son agent badass, Atomic Blonde a largement de quoi vous distraire, et même de quoi vous impressionner. Si on ajoute des personnages uniques, James McAvoy en roue libre, dérapage incontrôlé à 360 degrés, et quelques scènes suffisamment brutales pour que le film s'imprime dans votre mémoire. Donc je ne saurais trop vous recommander de regarder Atomic Blonde, j'ai vraiment l'impression qu'il est passé assez inaperçu en France malgré ses bonnes critiques, et elles ne sont pas volées. Alors allez jeter un œil sur cette ville froide et cette espionne qui l'est tout autant. Espionne que j'espère revoir prochainement à l'écran dans un sequel d'ailleurs. Pour l'instant, on n'a que des rumeurs. Mais qu'espérer de plus dans un monde où personne ne dit la vérité de toute façon? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire et à me suggérer d'autres idées de chroniques. Et si vous voulez éviter les MST de Perceval, on like, on partage et on s'abonne. A très bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, bon grillage de neurones.